C'est là qu'il faut que je regarde. Bon dia alegria, j'espère que tout va bien. C'est un véritable plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la toute première édition du VegaFest, peut-être le tout premier festival de la nutrition végétale en ligne. Alors, vous le savez, les organisations, les sommets, les festivals qui concernent le végétal, le véganisme, on ne va pas parler que de ça dans ce festival, mais il y en a très peu, de moins en moins. Donc j'ai eu cette idée de nous rassembler autour d'un événement en ligne où tout le monde peut participer gratuitement. On va avoir une semaine de conférences jusqu'à dimanche. J'ai sélectionné plus de 20 conférenciers spécialistes en leur domaine. On va voir l'alimentation vivante, le système digestif, les plantes que je qualifierais de sauvages. On a même des spécialistes en plantes sauvages. Alors j'espère que vous m'entendez tous bien. J'ai lancé le live Instagram exceptionnellement pour fêter, pour lancer le VegaFest. Ce sera le seul atelier en ligne qui sera accessible sur mon Instagram. J'ai une autre conférence ce soir, il me semble, et une autre conférence le vendredi. Donc pour démarrer ce festival tous ensemble, je vous invite vraiment à prendre une bonne respiration tous ensemble déjà. On va prendre une grande respiration. Et je vous invite à tous à mettre vos intentions sur ce festival. Et vraiment, il va y avoir énormément d'informations dans ce festival qui sont incarnées par de véritables spécialistes, je le répète, dans leur domaine. Et j'aimerais que vous visualisiez quel genre d'informations pourrait vraiment vous servir et pourrait transformer votre quotidien. Parce que voilà, des informations, il va y en avoir à l'appel. Et l'idée, ça va vraiment être qu'est-ce que vous allez pouvoir intégrer dans votre quotidien qui va non seulement changer vos habitudes, changer donc votre quotidien, qui va ainsi impacter votre vie sur le long terme, aucun doute là-dessus, mais également la vie de celles et ceux qui vous entourent. Parce qu'on ne se rend pas compte toujours de l'influence qu'on a sur notre entourage et sur notre évolution personnelle. Et des fois, c'est juste sur 1 an, 2 ans, 3 ans qu'on se rend compte du chemin qu'on a parcouru. Imaginez le chemin que vous avez parcouru, ne serait-ce que ces 2, 3, 4, 5 dernières années. Qui étiez-vous il y a 5 ans à comparer qui vous êtes aujourd'hui? Et si vous êtes aujourd'hui sur ce live avec nous tous, je n'arrive pas à estimer le nombre de personnes qui sont sur le Google Meet, sans doute vous êtes sensibilisés à qu'est-ce que le monde il a besoin, quel genre d'être humain le monde a besoin demain. Et si vous êtes là sans doute, c'est parce que vous avez une potentielle influence pour le changement du monde de demain, dont le monde il a besoin. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, on a des vrais défis qui nous attendent. On va le voir aussi aujourd'hui ensemble, en long, en large, en travers. Je vous ai préparé une présentation de bienvenue. On va voir un petit peu l'état actuel des choses au niveau environnemental, bien sûr. Alors, je pense que l'enjeu environnemental est très important pour les Français et pour tous les francophones qui nous écoutent. J'estime que, j'espère en tout cas que vous êtes francophones aujourd'hui parce que sinon, ça va être compliqué. On va voir l'état économique, un sujet qui est peu abordé par mes camarades et même en ligne. En tout cas, c'est des comptes que moi je ne suis pas. Et on va voir un petit peu ensemble l'état actuel de l'économie, les marchés actuels au niveau de l'industrie de la viande, les produits laitiers et le marché végétarien. On va ensemble avoir une analyse vraiment pragmatique aujourd'hui. Je vais essayer de rester pragmatique, je vais même essayer de rester neutre. Et on va voir ensemble juste simplement par des faits scientifiques, par des preuves, par des données chiffrées, et que je vais citer tout au long de cette présentation, si oui ou non, le futur, il est végétal. Quel est hypothétiquement un futur idéal dans lequel on se retrouve tous
et dans lequel on est en alignement avec qui on est vraiment à l'intérieur de nous et qui est cet être humain qu'on a envie de devenir. Qui est cet être humain, encore une fois, dont le monde a besoin? Est-ce que notre génération, et je ne veux pas vous mettre la pression parce que je pense qu'on en a tous déjà assez, notre génération, elle a un défi majeur à relever. Parce que plus de conscience, plus d'informations, voilà justement de l'information, il y en a partout, on est de plus en plus éduqués. Et cette éducation, et c'est aussi ça la magie des réseaux sociaux et de tout ce qu'on partage, c'est que cette évolution, elle est exponentielle due à notre évolution collective, qui se partage et qui ne fait que croître et qui fait qu'on a de cesse que de s'influencer les uns les autres. Alors il y a aussi, voilà, bien sûr, il y a toujours les avantages et les inconvénients de la masse média, de la masse information, notamment les journaux télévisés, le journal de 20 heures notamment, je vais pas insister là-dessus. Et il y a une génération aujourd'hui qui est la nôtre, et c'est à vous que j'ai envie de m'adresser. Donc toutes les personnes qui sont là, qui m'écoutent en ce moment, j'ai envie de croire que c'est vous, cette génération consciente, qui met de la conscience sur les choses, qui veut vivre en alignement, qui veut vivre heureux, qui veut plus vivre au détriment de ce que les autres ou que la société elle pense, et qui veut nous rabaisser, qui veut nous faire rentrer dans des boîtes. Moi aujourd'hui je vous invite à la réflexion profonde sur l'humain de demain. Et quel genre d'humain on a envie de voir grandir sur cette terre. Et je pense qu'on veut des humains conscients de ce qui nous fait vraiment plaisir et ce qui nous vaut vraiment du bien. Avoir ce sentiment de liberté et d'accomplissement, être aligné avec notre mission de vie, quelle qu'elle soit. Et des fois, on n'a pas besoin d'avoir des grandes missions de vie pour que demain, on ait un monde qui soit dans le partage, qui soit dans un certain bien-être, dans la présence, dans le moment, et qui véhicule des valeurs importantes pour nous tous. Et je pense que tous les intervenants que vous allez voir cette semaine, ils ont, et sinon ils ne seraient pas là et ils n'auraient pas accepté mon appel, on a tous en commun cette volonté et cette envie, cette énergie de voir un monde meilleur. Voir un monde qui nous profite à tous. Tous. Et quand je dis tous, et c'est là aussi le défi, c'est que des fois, et notamment dans le mouvement végétal, qu'on va aussi critiquer, hein. Je sais que la plupart d'entre vous ne sont pas végétaliens. On a tendance à diviser, mais au sein même de notre cause, hein, on se divise les uns les autres. Ah, t'es pas comme moi. Ah, t'es pas végétalien, donc t'es qui en fait? Ça veut dire que t'as pas le même sens moral que moi, t'as pas les mêmes niveaux de malheur que moi. Ça veut dire que t'es pas aussi bien que moi. Et ça, je pense que cet état d'esprit-là aussi, je vous invite vraiment à le re-questionner. Et toute cette semaine, avoir un petit journal sur les avantages que vous allez voir dans tout ce qu'on va transmettre au niveau de la nutrition végétale, mais aussi les inconvénients. Parce que c'est sur ces inconvénients-là qu'on veut tous travailler collectivement pour pouvoir pallier à ces inconvénients. Parce qu'on nous attend tous au tournant. Si c'était si simple, et si c'était l'alimentation parfaite, et si tout était facile, entre guillemets, eh bien, la planète serait déjà sauvée. On n'aurait pas ces soucis de réchauffement climatique, d'enjeux environnementaux, on n'aurait pas de problèmes d'ego, de qui est meilleur que qui a la plus grosse voiture, qui a plus d'accumulation matérielle que l'autre, qui a raison, qui a tort. Moi, ce que j'ai envie de vous inviter aujourd'hui à faire, et c'est mon message aussi à travers ce que je dis, même si parfois, bien sûr, j'utilise des choses qui fâchent parce que je suis obligé de me heurter à l'ego collectif, à cette conscience collective, notamment en France, qui est vraiment conservatrice par rapport à son mode alimentaire. Et au niveau de la tradition, la culture en France, c'est dur. Et je le sais, je suis franco-portugais, vous le savez. Et j'ai été heurté à tout ça. Et à un moment, c'est vrai que j'ai fait ce changement. Et je pense que puisque j'ai fait ce changement, malgré voilà, tous les travers, si je puis dire, de mon éducation, entre guillemets, même si, voilà, attention, je ne critique pas. Hein, mais dans le fond, au niveau de la tradition, au niveau à quel point la présence des produits animaux était ancrée dans ma réalité
Et mes grands-parents, ils ont une ferme et j'allais nourrir les animaux. Je jubilais à l'idée d'aller avec papy et mamie à la ferme et puis nourrir les animaux comme tous les papas, mamans sans doute qui nous écoutent et qui savent à quel point, en tant qu'enfant, on adore les animaux et on est là, on veut jouer avec les petits lapins, on veut tenir les poussins dans nos mains, on adore ça. Et quand on grandit, on a cette déconnexion avec les animaux qui fait qu'aujourd'hui, voilà, on a une dissonance cognitive au niveau de nos sociétés voilà, on adore les chiens et les chats. C'est un conscient collectif, on est en mode les chiens, les chats, c'est un plaisir, on les kiffe. Par contre, les cochons, les vaches, etc., là, vu qu'on les voit pas, il y a toute cette dissonance. Je vais pas me lancer dans cette cause animale aujourd'hui, c'est pas l'objectif de ma conférence aujourd'hui. On va rester sur des valeurs qui sont purement scientifiques, pragmatiques, je vais essayer de rester neutre. Néanmoins, je voulais vraiment commencer avec quelle intention on pose et quelle est la direction que ce festival va suivre, qui est le questionnement et quelle information vous allez pouvoir tirer de tous les conférenciers spécialistes, encore une fois, qui vont vous parler et que vous allez pouvoir intégrer chez vous et qui va avoir un vrai impact pour le monde de demain. En tout cas, moi, c'est mon intention. Voilà, c'est l'intention que je partage avec vous. C'est que j'espère qu'il va y avoir un changement positif, même si c'est tout petit. Voilà, il y a plein de trucs qu'on partage, le jeûne intermittent et les salières, pour me parler que de ça ces derniers posts depuis deux mois, où j'ai un peu plus insisté là-dessus. Des petites habitudes qui fait que ça change tout en fait. Ça change tout dans notre quotidien, dans notre manière de penser, dans l'énergie qu'on dégage, dans l'énergie qu'on a au quotidien et qui peut être moteur d'inspiration pour vous-même déjà, c'est sûr, et le monde de demain. Et donc, quelle meilleure introduction pour lancer cette conférence? Est-ce que le futur est végétal? Donc on va analyser ensemble les 3 points clés. Je vais essayer de rester assez... Ah oui, il y a un petit reflet. J'espère que ce petit reflet ne vous dérange pas. On va avoir le soleil qui va arriver. C'est comme ça, c'est l'heure. C'est l'heure, ça va arriver, c'est comme ça. C'est pas grave. Donc le futur, est-ce qu'il est végétal d'après vous? Moi, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc on va voir ensemble aujourd'hui le constat purement environnemental. Et du coup, on va prendre encore une fois des spécialistes en leur matière. Donc pour ceux qui connaissent Aurélien Barraud. Et récemment sur les posts de Vaquita, sur le post de Hugo Clément, il y a une masterclass que j'ai visionnée. Je crois que c'est Jean-Marc Jovinci, je crois. Et bien sûr, tous les rapports que j'ai déjà décortiqués en long, en large, en travers dans Vegaia, les rapports du GIEC, le HitLancet, Solangro. Et j'ai fait une synthèse de tous ces constats environnementaux aujourd'hui. Donc dans cette interview, dans cette masterclass de Vaquita, qui est vraiment très intéressante, aujourd'hui on a un constat, on va dire à la moyenne, on est à plus 1,2 degré. Et au train où on va, l'année dernière, on était à plus 1,4, donc il y a eu déjà une diminution par rapport à l'année dernière, mais qui sont dus à des facteurs, qui sont aussi dus à des facteurs intrinsèques. Néanmoins, on a une évolution constante du réchauffement climatique ces dernières années. Et cet expert, il nous dit quoi? Il nous dit qu'à plus 2 degrés, les coraux tropicaux disparaissent. Donc tout ce qui touche les coraux tropicaux, c'est en bas de la chaîne alimentaire. Quelque part, ça va toucher tout le reste de la chaîne alimentaire, de la faune et de la flore marine. Et les océans aujourd'hui, il y avait un super reportage aussi sur les baleines sur Arte que j'ai visionné il y a un moment déjà, qui expliquait que les baleines, elles étaient responsables de la régulation du climat dans le monde. Parce qu'en fait, elles ont un impact sur les courants marins. Et donc les courants marins influencent également la météo, le climat. À plus 2 degrés, donc pour revenir en France, à plus 2 degrés, on a entre 20 et 40% des forêts en France qui disparaissent. Donc moins de forêts, plus de sécheresse, moins de biodiversité. Aggravation donc de tous les problèmes climatiques. À 2 degrés, entre 50 et 90% des glaciers, notamment dans les Alpes, disparaissent. De ce fait,
on a un problème d'irrigation au niveau de notre agriculture. Là où on en aura encore plus besoin, on aura encore plus besoin d'eau, on aura moins d'eau, parce qu'il y aura moins d'eau dans les rivières. À plus 2 degrés, toutes les personnes qui habitent dans le pourtour de l'équateur, ça concerne près d'1 milliard de personnes. Elles ne pourront plus sortir dehors. Sortir dehors signifiera leur décès. Elles seront incapables juste d'aller dehors. On aura une aggravation des catastrophes naturelles. On est même en train d'inventer une nouvelle alerte pour les ouragans, tellement les ouragans justement deviennent de plus en plus dangereux et de plus en plus dévastateurs. Donc ça, c'est le constat aujourd'hui qui est alarmant. Aurélien Barraud, il parle il y a 2 tiers de la biomasse qui ont été tués ces dernières décennies. 50% de la forêt mondiale, la forêt, c'est le poumon de notre planète. Hein. Donc c'est pas... on ne parle pas d'un truc... Et je pense que ça, les Français, on est tous bien au courant des enjeux climatiques. Et ça, c'est un mouvement qui grandit de plus en plus. Et ça, c'est... Ouais, c'est sûr qu'il y a un vrai mouvement écolo en France. Et ça, c'est génial. Pour remédier à cela, il faudrait... qu'on ait des Covid tous les ans. Pour avoir moins 5% d'impact sur le réchauffement climatique 5 ans, pour espérer faire un effet inverse, il faudrait qu'on ait un Covid chaque année. Donc vous vous rendez compte des enjeux actuels auxquels on va devoir faire face. Et donc effectivement, de ce constat-là, quelle est la place du végétal dans ce constat-là, au niveau environnemental? Alors vous le savez, on peut prendre plein de données concernant l'utilisation des ressources. Il y a un site internet que j'adore qui est The Vegan Calculator, qui vous explique, voilà, selon le nombre de jours où vous mangez végétalien, combien de vies animales vous allez sauver, combien d'hectares de forêt vous allez sauver, combien de litres d'eau vous allez sauver, etc., qui est vraiment pertinent. Et ça, je vais essayer de vous l'expliquer de manière très simple et très pragmatique. Quand on met bout à bout ce qu'il faut concrètement pour nourrir un omnivore français standard, et ça vous avez déjà entendu parler de, oui, si tout le monde était français sur Terre, il faudrait 2 planètes et demie. Ça, c'est un truc on le sait depuis je ne sais pas combien d'années, on parle de ça un petit peu comme ça. Et concrètement, factuellement, quand on prend tous les rapports là que je vous cite, Glopan, GIEC, Solagro, Lancet, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, tous ces rapports-là qui sont faits par des grands scientifiques, des grands spécialistes dans leur domaine, la donnée qui ressort, c'est que pour nourrir un omnivore de manière, un standard français, il faudrait 1 hectare de terrain. Donc vous prenez 1 hectare, et un Français, c'est tout ce dont il a besoin pour se nourrir. Pourquoi? Parce que on va avoir besoin de faire pousser cette alimentation pour nourrir les vaches, nourrir les lapins, nourrir les poules. Chaque année en France, 1 milliard d'animaux sont conduits à l'abattoir. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est le rapport de 1 milliard pour, on est 68 millions de Français? Donc on a un rapport qui est juste astronomique, qui fait de la France un des plus grands producteurs de viande, bien sûr, et qui exporte cette viande. Hein. Donc voilà, un petit désavantage aussi de l'alimentation végétale, c'est qu'aujourd'hui, notre économie française, elle est basée sur le savoir-faire français, et on va utiliser cette viande pour la transformer, pour faire des produits transformés, pour la vendre à l'étranger. Donc pour l'instant, on verra ça dans les enjeux économiques juste après, mais on peut déjà parler de tout ça. 1 hectare, faire pousser le grain, faire nourrir les animaux, les conduire à l'abattoir, toute l'eau qu'il faut utiliser, pour faire naître, nourrir un animal. Bon, bien sûr, on essaye de rentabiliser tout ça aussi rapidement possible. Hein. Donc là, je ne vais pas parler de bien-être animal, mais juste en termes de superficie, il faut 1 hectare. Il faut 1 hectare de terrain, dû à tout ce que consomme un animal. Si on compare ça à un régime végétalien non transformé, parce que ça aussi on va y revenir, mais de plus en plus maintenant on verra ça dans les raisons économiques aussi, mais le marché du végétal qui augmente.
on a un rapport, je ne sais pas si vous vous rendez compte, de 93%. C'est-à-dire que pour un végétalien, il faut 0,07 hectares. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le rapport entre... c'est juste gigantesque. Parce qu'en fait, on va faire pousser cette nourriture directement. Et les animaux, alors bien sûr, dans le cas des vaches, elles peuvent aller brouter en prairie. Mais les cochons, 83% des cochons aujourd'hui ne voient pas la lumière du jour en France. Donc je pense que c'est quand même important, j'essaie de pas trop parler du bien-être animal, mais j'essaie quand même de ramener des chiffres concrets sur les centaines de millions de cochons qu'on élève en France, sont élevés de manière industrielle, ne voient pas la lumière du jour. Et ce sont des mastodontes qui consomment plusieurs dizaines de kilos de nourriture chaque jour. Et c'est là le constat alarmant, c'est que nous, en tant qu'humains, chaque jour, on a besoin de quoi? De 1 kilo, on mange 1 kilo de nourriture, peut-être 1,5 kg. Donc comparer ce dont un animal a besoin, donc on est 68 millions de Français, et on emmène à l'abattoir 1 milliard d'animaux. Donc bien sûr, il n'y a pas que des cochons, hein, j'entends bien, il y a aussi des plus petits animaux comme les poules. En France, on devient les champions de la production de poules chaque année. Et ça fait que grandir, et bientôt ça va même dépasser la viande de cochon en France, si ce n'est pas déjà le cas, parce que je crois que les chiffres datent de 2022. Et donc, on nourrit 1 milliard d'individus, vous vous rendez compte, chaque année en France, qui ne sont pas des êtres humains. Et qui demandent beaucoup plus de ressources que nous. Donc c'est juste ça, ce constat-là, c'est simple. Donc c'est la raison pour laquelle ces animaux, il faut les abreuver, il faut leur donner à manger, et plus que leur donner à manger, il faut les gaver, parce que dès lors qu'ils sont mis au monde, il va falloir que très rapidement, le plus rapidement possible en réalité, pour être dans cet état d'esprit de croissance, pour ceux qui ont travaillé dans l'industrie, j'ai travaillé 3 ans dans l'industrie, c'est de l'industrie chimique. Je pense qu'aujourd'hui, au point où on en est, l'industrie de la viande et des produits laitiers, on n'en est plus très loin. Parce qu'on optimise au niveau des machineries comment réduire le coût, on optimise au niveau de l'alimentation comment réduire les coûts. En fait, il faut bien comprendre que l'industrie, dans l'industrie concrètement, chaque mois, on fait des réunions et on essaye de voir comment gagner plus de marge, comment réduire nos coûts, comment l'entreprise peut croître en fait. C'est ça la croissance. C'est ça qu'on cherche à faire en France chaque année. On cherche à croître. On veut augmenter le PIB. Le président, à la fin de son mandat, on lui dit alors, combien de PIB t'as apporté, combien de richesse t'as apporté au pays? Parce que chaque entreprise en France est dans cet état d'esprit de se dire, je veux croître, je veux augmenter mes marges, je veux augmenter, qu'importe, on est dans cet objectif de croissance. Et ça, on le retrouve dans les produits d'origine animale. Alors on le retrouve aussi, également, et on va le voir ensuite, dans les produits végétaliens, donc aussi un inconvénient. Hein. Donc j'essaie de rester pragmatique. Pour vous dire quoi, pour vous transmettre quoi? Que les ressources qu'on utilise pour faire naître, croître, élever dans un temps imparti aussi rapidement que possible et que vite ça s'en va, on utilise énormément de ressources. Et ces ressources, malheureusement, si c'était que des ressources lambda, mais non, ce sont des ressources qui participent à l'appauvrissement des sols, parce qu'on donne de la nourriture génétiquement modifiée à des animaux génétiquement modifiés. Parce qu'effectivement, on veut de la rentabilité, on veut des poules de chair. Les poulets, ici, je les vois gambader, ils sont tout frêles. C'est les poulets dans la nature, ou en tout cas, loin de l'élevage intensif industriel. Les poules, elles sont sportives, quoi. Elles sont là, elles bougent tout le temps, elles courent partout. Des fois, j'en vois voler dans tous les sens. Elles sont là, elles gambadent, quoi. En France, on est dans un état d'esprit, et même quand je vois même les poules de ma maman, maintenant, c'est des super poules. Hein. Faut pas les chercher, quoi, les poules. Elles pèsent plusieurs kilos maintenant. Alors qu'il y a cette infographie qui circule, pour ceux qui ne l'ont pas vue, peut-être que je la mettrai dans le chat. En 1950, une poule, ça pesait 600 grammes, quoi. 600-900 grammes. Aujourd'hui, on a presque 4,5 kg, parfois 5 kg. La poule, c'est devenu... c'est une abomination. On a frankensteinisé la poule. Et ça, c'est valable pour tous les animaux de l'élevage. Bon, je dis que je ne parlerai pas d'animaux, mais c'est pour faire un constat simple au niveau de toutes les ressources qu'on doit utiliser et à quelle rapidité on veut les utiliser. Donc du coup, on a un différentiel lorsqu'on passe au végétal de plus de 90%. C'est un constat qui est déjà, on peut se dire, ok, est-ce que demain,
pour réussir à faire face aux enjeux climatiques, si demain la planète devenait végétalienne, eh bien, déjà on aurait moins 15% des émissions de gaz à effet de serre mondiales qui disparaissent. La première cause de gaz à effet de serre dans le monde, c'est l'agriculture animale. Plus que tous les transports réunis bout à bout, je sais qu'en dit ça c'est complètement fou, mais comment on peut imaginer que l'avion, les voitures et tout le tanti quanti, tout cela réuni, le bateau, tout cela réuni, ça ne vaut pas l'impact négatif qu'on a au niveau environnemental de l'agriculture animale. Donc si demain on a un monde conscient qui se dit ok, parce que dans les commentaires tous les jours je me réveille, je vois des commentaires là encore en ce moment, j'ouvre mon Instagram, c'est tous les jours pareil, c'est des personnes qui sont dans le conservatisme et qui ne veulent pas ne serait-ce que considérer un potentiel changement dans leurs petites habitudes. Et ça on va voir quel impact ça a aussi au niveau de la santé, on verra ça dans un troisième point, l'état actuel de la santé des gens. On est aussi là pour ça, par les nutritions. Mais pour terminer sur ces enjeux environnementaux, comprendre un petit peu qu'est-ce qui fait que quand on décide de passer à une alimentation végétalienne, on n'est plus en train de mettre un billet, on n'est plus en train de financer tout ce circuit de l'agriculture animale en France. Et donc je pense que c'est une parfaite substitut pour le point numéro 2, l'état économique. Aujourd'hui, les subventions, la PAC, pour ceux qui ont étudié l'économie en France, moi à un moment on m'en faisait bouffer, on a des subventions pour l'agriculture chaque année en France. Agriculture qui est au centre, depuis des décennies, on a une vraie importance de l'agriculture en France. Et en Europe, on donne des subventions à l'agriculture chaque année. 9 milliards et demi d'euros pour être exact à l'année 2022. La France, elle a de très loin le plus de subventions que tous les autres pays européens. On trouve ensuite l'Allemagne et l'Espagne qui sont entre 6 et 7 milliards. Il y a quand même un différentiel de 2 milliards d'euros, presque 20%. Et 50% de ces terres agricoles en France, la moitié Moi, je vivais en campagne, quand je prenais ma voiture pour aller au travail, et je regardais autour de moi à perte de vue des champs. Très souvent, les nationales en France, on voit de moins en moins de forêts. Petit parallèle avec la déforestation en France. Pourquoi? Pour étendre les cultures, pour produire plus, pour gagner plus, pour nourrir plus d'animaux, pour exporter plus de chair animale. Bien sûr, l'état économique. Mais on voit quoi? On voit des champs à perte de vue. Eh bien, la moitié de ces champs, ils servent à nourrir les animaux d'élevage. La moitié de ces champs, c'est pas à la consommation humaine, c'est pour nourrir des animaux. Alors là, encore une fois, pourquoi est-ce que c'est 50% en France et c'est en deçà de la moyenne mondiale, qui est plus aux alentours de 70%? Pourquoi en France, on a 50% de l'agriculture qui c'est déjà bien, qui va aux êtres humains? C'est parce qu'en France, encore une fois, on a cette idée de valeur ajoutée. On a le bio qui gagne en popularité, cette culture du manger plus écologique, d'utiliser les permacultures, d'utiliser les circuits courts, qui est vraiment ancré dans notre état d'esprit en France. Donc ça, effectivement, du coup, ça fait quoi? Ça fait qu'on a une appétence, même au niveau des agriculteurs. Ça peut être une porte de sortie, plutôt que de faire de l'agriculture intensive. Les agriculteurs, forcément, ils voudraient produire moins, mais gagner plus. Et qu'est-ce qui leur permet de gagner plus et produire moins? Les produits bio. C'est pour ça qu'on a aussi, encore une fois, et je pense que ça y est, vous avez compris où je veux en venir, c'est qu'on a une appétence pour le bio en France. Et donc, il y a une opportunité économique qui se présente là pour les agriculteurs de se dire, ok, est-ce que je ne pourrais pas faire une transition, faire de la jachère, faire une économie qui est plus slow, plus lente, mais je vais pouvoir vendre mes produits plus chers et faire plus de marge. Et je pense qu'elle est là un petit peu déjà, vous voyez, le raisonnement économique. J'ai comparé, j'ai demandé au chat GPT de me faire le calcul, avec je lui ai mis tous les rapports, tous les PDF dans la bouche, je lui ai dit, voilà, maintenant, calcule-moi combien coûte faire un steak de vache, combien ça coûte, comparé à un steak de tempeh, un steak de soja. Alors, le soja, on en reviendra en long, en large, en travers pendant toute la durée de cette conférence, ça ne fera pas le débat aujourd'hui.
Mais pour vous dire qu'un steak de vache, j'ai mis bio, j'ai demandé un truc bio, voilà, un truc à peu près similaire. Il m'a dit ça coûte entre 7 et 10 euros. 7 et 10 euros. Un steak de soja, même 100 grammes pareil, ça coûte entre 1 et 2 euros. Là, encore une fois, on a un différentiel, mesdames, messieurs, de 85%. Et là, je pense qu'il a été gentil. Parce que les légumineuses, c'est ce qui coûte. Des fois, on me dit, ouais, vos champs de quinoa. Les légumineuses, c'est littéralement, et ça, je sais comment il s'appelait, Fardet. Le docteur Fardet, qui a écrit des livres Halte aux produits transformés, un grand spécialiste dans son domaine, qui nous explique que les légumineuses, c'est la plante la plus simple à cultiver, qui demande le moins d'eau, qui demande le moins de ressources. Et le soja, jusqu'à preuve du contraire, c'est une légumineuse. On a un différentiel de moins 85%. Si moi, je vous parle aujourd'hui d'un différentiel de moins 85%, et que un entrepreneur aguerri entend parler de ça, les industriels, je crois que c'est au Royaume-Uni encore, si vous suivez Joey Carbstrong, qui est un activiste pour les animaux, il a encore réussi à faire fermer un abattoir de cochons en Angleterre, en UK. Pourquoi ? Parce que même les chefs d'entreprise aujourd'hui réalisent, comprennent que l'enjeu économique et le futur économique, au lieu d'investir dans un élevage intensif qui pourrit nos sols, qui, on le sait, ça commence à avoir une connotation négative auprès des clients, on a une alternative végétale avec un différentiel de 85% au niveau des coûts. Bah, si moi je vous le dis aujourd'hui, bah, normalement dans la tête des entrepreneurs de demain, on va tous commencer à se le dire. On va tous commencer à réfléchir et à se dire, attendez, est-ce que faire pousser de la nourriture, nourrir des animaux et vendre la chair animale à des êtres humains, est-ce que ça ne coûte pas beaucoup plus cher que de faire pousser des plantes et les donner directement aux êtres humains? Parce que l'industrie, encore une fois, je vous l'ai dit, elle veut faire de la marge. Est-ce que l'industrie de demain ne va pas commencer à réfléchir et se dire, attendez 2 secondes là. Attendez 2 secondes là. Est-ce qu'on ne commencerait pas à investir dans du végétal et à faire une méga marge sur le végétal? C'est déjà ce qui est en train de se passer. J'ai passé mon Covid hors France. Je suis rentré en France. J'ai halluciné. Le nombre d'alternatives, et là du coup c'est une parfaite transition encore sur le marché du végétal en France. Moi en l'espace de 3-4 ans, j'ai halluciné. Halluciné. Je suis revenu, il y avait des lardons, il y avait des nuggets, il y avait tout ce que je voulais. Et avec du soja. Parce qu'avant c'était un truc un peu de blé, c'était un peu douteux. Eura Food, salut Eura, vous faites des trucs extraordinaires. Personne ne voit la différence. D'ailleurs, il y a les vidéos qui marchent le mieux, c'est quand vous allez dans la rue et que vous dites aux gens, tenez, goûtez, quel est le végétal, quelle est la viande, personne ne sait. Et les personnes qui vont vous dire, oui, mais les ingrédients, je fais une petite passerelle nutrition parce que je vois déjà certaines personnes me dire, oui, mais au niveau des ingrédients, voilà, un nuggets de poulet, bah, c'est juste du poulet frit. Et vos alternatives véganes, il y a plein d'ingrédients, etc. Bah, malheureusement, le constat et la data, les données qu'on a scientifiques, les preuves scientifiques, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent que clairement, les simili-carnés sont bien plus avantageux pour la santé que la viande. Pourquoi? Parce que dans la viande, malheureusement, c'est ce que j'essayais de vous expliquer en sous-marin, c'est que la viande aujourd'hui, il y a quoi? Elle n'a plus rien de naturel, cette viande. On leur donne du grain OGM, ils sont génétiquement modifiés. Ils sont de plus en plus gras, le poulet là. Il a pris 5 fois son poids en l'espace de 70 ans, il n'y a plus rien de naturel. On retrouve ça dans nos tissus. Toutes les techniques utilisées pour faire grossir les animaux aussi vite que possible, caféine, toutes les substances qui vont favoriser l'adipogénèse des poulets, parce que c'est de la science, les amis. Je vous jure, c'est de la science. Aujourd'hui, on se dit, ok, comment est-ce que le poulet va croître aussi vite que possible? Et quels sont les produits certains produits aujourd'hui qui sont complètement interdits, l'arsenic qui avait fait des problèmes, mais il y a des produits qui ne sont pas encore réglementés, comme le BPA. Le BPA qui va faire office d'œstrogène chimique et qui va favoriser l'adipogénèse des poulets, bah, quand on mange du poulet, eh ben, ces produits chimiques sont dans notre corps. Et ça, c'est vérifié scientifiquement. Et comment on le sait d'ailleurs, c'est encore une étude
en fait, quand ils ont fait des prises de sang sur une personne qui mangeait normalement. Et après, on lui a dit maintenant, tu vas démarrer du jeûne et tu vas faire juste un petit jeûne pendant quelques jours. Et ça a été suivi médicalement, etc., etc. Et ça a été fait aux États-Unis. Donc aux États-Unis, c'est un effet qui est encore plus exacerbé qu'en Europe. Bien que, en Europe, on utilise 70% des antibiotiques européens pour les animaux. Qu'est-ce qu'on s'est rendu compte quand les personnes jeunes ne seraient que quelques jours? Eh ben, elles ont moins de DDT, elles ont moins de BPA dans leur sang. D'où vient cette contamination à des agents chimiques, perturbateurs endocriniens. Et ça, c'est le grand fléau de nos sociétés. En ce moment, il y avait beaucoup d'intérêt. J'ai vu pas mal de publications passer sur les PFAS. Alors, la poêle à téflon. En ce moment, c'est l'ennemi public. Tout le monde achète une nouvelle poêle. Ok, d'accord. C'est bien. Bah oui, d'accord. À un moment, oui, c'est vrai que la poêle, quand elle est complètement égratignée, bah oui, ce téflon, où est-ce qu'il va? Il va dans nos corps, il va dans nos cellules. Mais ce qu'on mange, à quel moment on va avoir la décence de se dire... Là, je reviens dans le pragmatique. Je commence à comprendre quand est-ce que je pars en vrille. Marché du végétal en France, en 2020. Les produits véganes, ils ont augmenté de plus 24%. Les simili-carnés, plus 17%. Les substituts aux produits laitiers, plus 20%. Un marché qui, en 2025, va peser 4,5 milliards d'euros. Opportunité. Pourquoi on a ça? Influence publique. Bonjour. Opportunité économique, surtout ce que je vous ai présenté en amont depuis maintenant, puisqu'on a un différentiel entre un steak de vache et un steak de soja de l'ordre de 85%. Alors que si on faisait une analyse nutritionnelle, là, on se posait tous un instant, et que vraiment en termes de nutrition, on analysait un steak de viande, votre entrecôte, la 100% bœuf, allez, même si elle est bio, elle vient de je sais pas où, et si on prend ça avec un steak de tempeh, lui aussi bio, sur un terrain super fertile, chargé, qu'on fait fermenter ces fèves de soja et qu'on en fait du tempeh, et qu'on compare les deux d'un point de vue purement nutritionnel, je pense que le steak de soja, il n'aura pas à rougir. Quand je dis je pense, c'est j'en suis sûr. Cette analyse, je l'ai fait dans ma conférence privée qui va sortir sur Vegaia. En termes de... Alors oui, on a du fer, on a des acides aminés, très bien, d'accord. Mais en termes de calcium, en termes de graisse insaturée, en termes de fibres, on va y revenir sur le cas des fibres. On va parler de la nutrition bientôt. Là, je vais conclure sur l'économie. D'ailleurs, si vous avez des questions dans le chat, alors Instagram, non, parce que je vois qu'il y a trop de notifications. Mais sur le chat, les inscrits au VegaFest, si vous n'êtes pas encore inscrit au VegaFest Instagram, allez vous inscrire. Vous pouvez poser votre question dans le chat du Google Meet. Si vous avez des questions, si vous voulez m'interpeller, je répondrai avec grand plaisir. Mais je vois que vous êtes attentifs, c'est bien. Donc, influence publique. Qui aujourd'hui, à part vraiment quelqu'un, et j'essaie d'être le plus pragmatique possible encore une fois, mais à part quelqu'un de stupide et qui veut nuire à sa carrière politique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit des clips dès que quelqu'un, là, un récent clip que j'ai vu encore une fois sur Vaquita. Hugo Clément qui balèze quand même. Hein. Merci Hugo Clément, même s'il est végétarien. Où il y avait un acteur, ou je sais pas, un chanteur, qui disait ouais, j'ai arrêté la clope, et j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer. Et la présentatrice qui lui dit ah bah vous êtes devenu chiant. Je dis les gars, elle s'est fait incendier. Léa quelque chose, si j'avais son nom, je la dirais. Elle s'est fait incendier. Je sais même pas si elle va continuer sa chronique. Qui aujourd'hui peut prendre position et dire ouais, ce qu'on fait aux animaux c'est bien. Top. Ouais, faut continuer comme ça, continuer à manger de la viande matin, midi, soir. Personne. Même ça maintenant, c'est dans le conscient collectif et Dieu merci, il est temps. Plus personne aujourd'hui dans l'influence publique va vous dire, et tous les entrepreneurs de demain ne vont se dire, ok, l'enjeu économique et le futur économique de notre planète, n'importe qui de ma génération qui a un minimum de conscience, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, bah demain, l'opportunité, elle est où? Elle est dans le végétal. Parce qu'il y a un différentiel complètement fou au niveau des prix. Parce qu'on bypasse l'animal. Au lieu d'aller
du grain à l'animal puis à l'humain, on a grain humain. On bypass une chaîne qui fait qu'en termes de coût, on est beaucoup plus intéressant. Donc toute ma génération, là, toute notre génération, qu'est-ce qu'elle va faire? Dans quoi elle va investir son temps, son énergie, sa réflexion pour se dire, ok, avec un minimum de conscience, l'humain de demain, qu'est-ce qu'il se dit? Il va se dire, ok, qu'est-ce que le monde il a besoin de demain? Il faut, ouais, l'enjeu climatique, yes. Ok, comment on fait? Ah, l'agriculture animale, problème. Comment on fait du coup? Ah, alternative végétale, ouais, intéressant. Et comment on peut faire pour solutionner la santé? Du coup, bah, c'est encore une passerelle parfaite pour le dernier point de cette vidéo. Et je pense qu'il était temps qu'on parle de nutrition, même si on en a déjà un petit peu parlé tout du long de cette conférence. Opportunité économique, enjeu environnemental, influence publique. Et bien sûr, et là je pense que là c'est peut-être ce qui vous intéresse le plus et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Et je crois que ce sera le sujet de ma conférence ce soir, où je vais vraiment analyser en profondeur et toutes les études que j'ai trouvées sur l'alimentation traditionnelle contre, ou versus, hein, pas contre, mais avec l'alimentation végétarienne et végétalienne. Et on va les comparer toutes les deux. Il y a des données là-dessus, il y a des études scientifiques qu'on verra en long, en large, en travers, ce soir, dans la conférence de... Attendez, ce soir, non, c'est 14h. Ah, c'est à 14h, bon, voilà, c'est dans quelques heures. Ok? L'état de santé actuel de notre planète et des pays riches, notamment en France. Quel est le tueur numéro 1 de notre beau pays riche français? Quelqu'un sait? Quelqu'un sait dans le chat? On ne voit pas le tableau, comment mettre en plein écran? J'espère qu'on pourrait mettre en plein écran. Quel est le tueur numéro 1? Je m'occupe quand même de ces personnes qui sont au festival. Alors apparemment, il y avait un petit problème au niveau de mon écran. Vous voyez pas mon écran? Minimiseur. Je sais pas. Je pense que normalement, vous le voyez. Vous avez le temps de répondre? Maladie cardiaque. Maladie cardiaque, tueur numéro 1. Deuxième position. Cancer. Troisième position, diabète. Ce sont les 3 principaux tueurs, hormis le tabagisme, hein, effectivement, au niveau des cancers. Mais si on prend que ce qui nous tue dans nos pays riches, si on prend que ça, selon l'Organisation mondiale de la santé elle-même, 1 décès sur 2 dans les pays riches est dû à une mauvaise hygiène de vie. On parlait au début de cette conférence de quel est le néo-humain de demain. Bah, le néo-humain de demain, je le vois comme ça en tout cas, j'ai envie de le voir comme ça. Un humain conscient qui se dit ok, je vais m'occuper de mon bien-être personnel, du bien-être de mon entourage, et du coup, une fois que tout ça c'est fait, du bien-être global de la planète, de ce qui m'entoure, et comment je peux aligner, j'ai lu l'Ikigai, un livre très connu, comment je peux aligner mes points forts avec ma mission de vie qui normalement est liée à justement améliorer la condition de vie humaine sur cette terre. J'ai envie d'y croire en tout cas, j'ai envie de croire que vous et moi, on est dans une optique de se dire comment on va rendre le monde meilleur demain. Moi j'ai envie d'y croire en tout cas. Et donc il y a toutes ces personnes qui s'amusent certainement à commenter tous les jours sur mon Instagram, en train de se moquer de moi. Mauvaise hygiène de vie. 1 décès sur 2 dans les pays riches, il y a une mauvaise hygiène de vie. Maladie cardiaque, tueur numéro 1. Maladie cardiaque, 32% des décès des pays riches en moyenne. Quand on prend tous les pays riches, 32% c'est juste des maladies cardiaques. C'est presque tout le monde pareil, quoi. C'est presque tout, enfin 32%, vous imaginez, c'est énorme. C'est énorme. On retrouve les cancers. Et hormis le tabagisme, on retrouve l'alimentation et l'obésité. Tiens. Donc notamment des problèmes de cancer cancer colorectaux. Suivi de très près par les cancers du sein et les cancers de la prostate. Alors on va y venir là-dessus, mais je vous présente un petit peu le constat pour l'instant. Et en 3e position, diabète de type 2. Alors diabétique, effectivement, on peut naître avec, il y a des... Oui, très bien. Et il y a une majorité de personnes qui deviennent diabétiques. Et quand on parle de diabète, on parle d'insuline, on parle de mauvaise sécrétion d'insuline, pancréas trop fatigué, parce qu'il a sécrété trop d'insuline.
Parce qu'on vit dans une société qui consomme. On mange. Tout le temps. On consomme. Fatigué. Donc le diabète, oui, multifactoriel, il n'y a pas que l'alimentation, il y a le stress, il y a, voilà, des fois ça arrive naturellement, etc. Très bien. Mais la majeure partie des personnes deviennent diabétiques à cause d'une mauvaise alimentation. Encore une fois. Parce que le système bug. Parce qu'on développe une résistance insulinique. Parce qu'on sécrète de l'insuline tout le temps. Et l'insuline d'ailleurs, une sécrétion d'insuline régulière et omniprésente, est liée à une accélération du vieillissement cellulaire. Parce qu'on est sans cesse... L'insuline, c'est une hormone de stockage, effectivement, mais c'est aussi l'hormone nourricière. C'est une hormone qui va... C'est comme si la cellule, elle s'ouvrait, on ouvrait la cellule pour pouvoir nourrir la cellule. La cellule, exactement. Le souci étant quoi? C'est que si on est tout le temps en train d'essayer de nourrir l'insuline et qu'on ne sécrète plus assez de glucagon, l'hormone antagoniste à l'insuline, qui justement, elle va permettre à la cellule effectivement s'ouvrir, mais pour venir prendre et pour transformer ce qu'on va prendre à la cellule en énergie. Glucagon que l'on sécrète quand on est dans un état de jeûne. C'est pour ça que je conseille aux personnes qui sont capables de le faire, parce qu'effectivement, le jeûne, ça peut être un stress pour le corps, et donc, effectivement, il faut avoir un état de vie être relativement dans le bien-être, pas être trop stressé, j'en conviens. Et du coup, le stress, effectivement, ça aussi, c'est un problème. Hein. Néanmoins, quand on est dans cette démarche de bien-être et de bien-être au moins mental, eh bien, étrangement, on va retrouver ce bien-être dans nos assiettes. Maladie cancer, maladie cardiaque, cancer, diabète. Les trois. Cancer colorectal, donc alimentation, hein. On parle là de nos intestins, donc de problèmes de comment on s'alimente et comment on absorbe les vitamines et minéraux. Cancer du côlon, hein, il est là pour ça. Et on a des cancers de ça, pourquoi? Perméabilité intestinale, ouais. Dégradation du mucus intestinal, oui, tout à fait. Des graisses transformées, des graisses hydrogénées, oui, parce que la barrière, le mucus intestinal, quand il absorbe les vitamines et minéraux, qu'est-ce qu'il absorbe aujourd'hui? De plus en plus de produits transformés. Il confond les graisses, notamment, pour ne citer que ça, les graisses transformées, les graisses chauffées, que je vous déconseille de consommer. Parce qu'il va prendre ces graisses et il va remplacer ces graisses qui, d'un point de vue chimie organique, sont presque similaires aux graisses dont on a vraiment besoin, les bonnes graisses insaturées. On va voir tout de suite où on les trouve, ces graisses insaturées. Hein. Des graisses insaturées qui sont vraies, des graisses polyinsaturées, oméga 3, oméga 6, des bonnes qualités hein, d'oméga 3, d'oméga 6, d'oméga 9. Et avec ça, on va pouvoir renouveler les membranes de nos cellules. Cependant, quand on s'amuse à donner trop de graisses chauffées à notre corps, de produits transformés à notre corps, il n'a pas le choix, il prend les graisses qu'il trouve et il refait la membrane cellulaire avec des graisses de mauvaise qualité. Donc, qui dit graisse de mauvaise qualité, dit membrane cellulaire de mauvaise qualité, dit échange, communication intracellulaire de mauvaise qualité, négativement impacté par une membrane qui fait office de... Voilà, c'est comme si on mettait du scotch sur le pneu crevé, quoi. Et voilà, on va rafistoler avec ça, ça passe. Hein. Parce que, Dieu merci, on se renouvelle au niveau cellulaire chaque jour. Parce que sinon, on mourrait. C'est ce qui fait qu'on est en vie, la vie elle-même, c'est la transformation, c'est l'évolution. Et bizarrement, cancer du sein et de la prostate. Tiens. Donc après le cancer colorectal, qui est directement lié à notre alimentation, à notre manière de nous alimenter, on retrouve cancer du sein, cancer de la prostate. Tiens. Chez les femmes, cancer du sein, chez les hommes, cancer de la prostate. Est-ce que ce ne sont pas les organes, des membres de notre corps, directement liés à nos sécrétions hormonales? Tiens. Étrange. Quels sont les responsables potentiels, hormis le stress, effectivement, et l'environnement, etc., de ces cancers? Sein, prostate, perturbateurs endocriniens, mauvaise sécrétion hormonale. On ne consomme plus des graisses de qualité. On va consommer beaucoup trop de perturbateurs endocriniens, et notamment, où est-ce qu'on a le plus d'hormones?
des hormones sexuelles actives, hein, qu'on appelle oestrogènes. Où est-ce qu'on retrouve le plus d'oestrogènes? Cancer du sein, directement lié à la consommation de produits laitiers. Mais bien sûr. Comment en est-il autrement? Chez les femmes, ça se traduit par le cancer du sein. Chez les hommes, ça se traduit par le cancer de la prostate. Consommation de viande, de produits laitiers génétiquement modifiés et tous les perturbateurs endocriniens, j'en conviens, avec lesquels on est en contact de plus en plus. Et ça peut même aller dans les produits de beauté qu'on utilise, les shampoings qu'on utilise en long, en large, tout le temps, tous les jours, on se shampooine, tous les jours, on va se mettre du déodorant sous les aisselles, tous les jours, on va s'essuyer les fesses avec du papier, on ne sait même pas où est-ce qu'il a été produit, du papier industriel qui a été en contact avec des machines. Alors j'en conviens qu'il y a tout ça. Aussi parce qu'on s'attaque au poil aujourd'hui. Alors moi j'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce que vous mettez sous vos aisselles? Qu'est-ce que vous mettez comme sous-vêtements? Si vous mettez du polyester en contact avec vos parties génitales, si vous vous shampooinez tous les jours avec du shampoing qui n'est pas avec un seul ingrédient, qui n'est pas organique, qui n'est pas bio. Alors je vais un petit peu loin là, mais parce que c'est pour vous dire que quand on a cette attention-là, et se dire qu'en fait, bizarrement, ce sont des cancers liés, très, très étroitement liés à la sécrétion de nos hormones, on a le droit de se dire, ouais, avec combien de perturbateurs endocriniens je suis en contact chaque jour. Et jusqu'à preuve du contraire, les viandes et les produits laitiers contiennent des substances chimiques, antibiotiques, les hormones de croissance qui sont encore légales. Parce que voilà, aujourd'hui, il y a certaines choses qu'on ne peut plus utiliser, mais il y en a d'autres qui sont encore utilisées. La saumure, on pique la viande pour faire gonfler la viande, parce que la viande, on la vend au kilo. Et tout ce qui va servir, je vous parlais du BPA, le BPA, c'est encore OK. Hein. Le BPA dans les viandes qui fait la dipogénèse, je vous en parle au début, tout est OK. Hein. Aujourd'hui, c'est pas encore... Les industriels se battent pour pouvoir encore garder leurs produits qui leur permet, encore une fois, d'augmenter leur marge, d'augmenter... Je crois que c'est sur Earthling. Quand on analyse une viande de cochon, c'était en UK, bon, c'est pas très loin d'ici, on retrouve des plastiques. On retrouve des plastiques dans la viande de cochon. Ah oui, on fait bouffer du plastique au cochon. On fait bouffer du plastique au cochon. Pourquoi? Parce que sur un cochon qui pèse des centaines de kilos, bah si dans ces centaines de kilos, il y a 2-3 kilos de plastique, et qu'on vend la viande, je vous le redis, au kilo, eh ben ça augmente la marge. On augmente la marge. Et oui. Earthling, allez voir sur Insta, j'ai plus la ref exacte de l'étude, mais il y a tous ces posts qui traînent, vous en avez déjà vu certainement parler, quand on prend au microscope et on se dit, ok, il y a quoi dans cette saucisse? Ça fait peur. Ça fait peur. Et c'est ces personnes qui viennent commenter sur mon compte après, ouais, qu'est-ce qu'il fait celui-là? N'importe quoi, vos champs de quinoa. Regarde ce que tu manges. Trop d'hormones. On consomme beaucoup trop d'hormones qui ont un vrai impact sur notre système hormonal. On consomme beaucoup trop de graisses saturées. Les hormones, oestrogènes, hormones sexuelles actives et trop de graisses saturées, les graisses donc de mauvaise qualité, le ratio c'est 10%. Hein. On devrait consommer sur 100% des graisses quotidiennes qu'on consomme, il n'y a que 10% qui devraient être saturées. Plot twist. Même si vous consommez des graisses principalement végétales, qui sont principalement insaturées, et bien même dans ces graisses insaturées, il y a des graisses saturées. Ça veut dire que dès lors, d'un point de vue purement nutritionnel, quand on regarde juste l'aspect au niveau des graisses, si chaque jour vous ne vouliez pas dépasser 10% de vos apports en graisse, qui ne soient pas des graisses saturées, juste avec ce constat très simple, si vous consommez déjà des produits animaux juste tous les jours, vous êtes déjà en surplus de graisses saturées. Quoi qu'il arrive, tous les jours, vous êtes en surplus de graisses saturées. De graisses que le corps, au final, il utilise, mais ce n'est pas optimal, et du coup, ça va se ressentir dans vos sécrétions hormonales. Cancer du sein, cancer de la prostate. Principal tueur. Et ça, après, on a tout. Et ça, faut que vous vous rendiez compte que là, je vous parle de choses qui sont graves. Je vous parle de choses qui sont dramatiques. Hein. Néanmoins, quand on ramène ces problèmes dramatiques qui sont liés à une consommation hebdomadaire, régulière, et on cultive cette mauvaise hygiène de vie, je le répète, qui sont responsables d'un décès sur deux dans nos pays riches. Sur une vie, on a ces problèmes dramatiques, j'en conviens. Maladie cardiaque, cancer,
Diabète, grammatique, c'est la fin là. On est là en mode, votre vie, voilà. On vous annonce demain que votre vie va s'achever parce que, voilà, mauvaise hygiène de vie pendant toute une vie. Ok, bon. Mais est-ce que vous imaginez, avant d'en arriver à cet extrême, tous les problèmes sous-jacents que vous allez avoir dans votre vie? Et là, je ne vous parle pas de problèmes directs. Donc, dans le cas des graisses, encore une fois, pour reprendre les graisses qui régulent l'inflammation au sein du corps, donc pas assez d'oméga 3, trop d'oméga 6 de mauvaise qualité et de graisses saturées. Donc, on a un état inflammatoire qui est presque constant. Donc, sur notre corps, il va nous parler directement en ayant, voilà, sinusite, arthrite, rhinopharyngite, toutes les maladies qui terminent en it, les fanères cassants, ongles, cheveux fragiles, le teint terne. On va avoir des problèmes cutanés, on va avoir des problèmes digestifs, hein, cela va sans dire, parce qu'il va y avoir un dérèglement du microbiote intestinal. Mais ça je laisse les experts en parler, ils en parleront mieux que moi. Bah, on a des problèmes dans le quotidien qui font que quoi? On se réveille, on est tout le temps fatigué, fatigue permanente, fatigue après tous les repas. Le matin, on est fatigué, on est stressé, on est fatigué, on est stressé. Consommer, fatigué, stressé, consommer, fatigué, stressé. C'est ça aujourd'hui que bon nombre d'êtres humains expérimentent quotidiennement et qui les conduisent une fois sur deux. Une fois sur deux. Vous vous rendez compte? L'humain aujourd'hui, vous imaginez le potentiel évolutif qu'on a parce qu'on a une telle inconscience aujourd'hui qu'un décès sur deux des pays riches, c'est mauvaise hygiène de vie, quoi. Donc c'est pour ça que je fais le parallèle avec ce que je vous disais au début, c'est que quelle est l'habitude que vous allez trouver, ces petits détails que vous allez trouver tout au long de cette conférence, toute cette semaine, qui vont vous faire dire, ok, peut-être que ça, je vais le changer. Et peut-être que ce micro-changement, je suis capable de le faire. Et moi, je vous le dis parce que je suis passé par là, et que ça a été difficile. Parce que famille franco-portugaise, parce qu'à un moment, je me suis dit, mince, il faut vraiment que je devienne végétalien, là? Non, mais c'est pas possible, je vais pas faire ça. Bon, je vais garder le poulet et les œufs. Je vais déjà essayer, voilà, sur 6 mois. Et puis au bout d'un moment, je me dis, bon, mince, il faut que je fasse du jeûne intermittent maintenant. Oh. Donc je comprends que bout à bout, j'ai pas envie de mettre la pression, j'aimerais que vous soyez détendus, je ramène un peu de drame, mais c'est parce que je vous rendiez compte de l'état actuel des choses aujourd'hui, qui lui est quand même dramatique, au niveau environnemental, au niveau de l'économie, les opportunités qu'il y a. Et là, je vais terminer là-dessus, parce que là, vous allez rire. Là, moi, quand je vois ces informations, ça me fait sourire. Je vais terminer sur une note positive, on va tous se marrer là. Vous savez pourquoi? Ouvrez bien grand vos oreilles. Ouvrez bien grand vos oreilles, s'il vous plaît, pour cette conclusion de conférence. Avant de repartir dans l'ésotérique, parce que j'aime bien aussi les aspects énergétiques, philosophiques, j'adore philosopher. Donc avant ça, on va terminer sur du pragmatique. En France, manque de fibres. 8 hommes sur 10 en France ne mangent pas les 25 grammes de fibres recommandées par l'ANCES. 9 femmes sur 10 ne mangent pas assez de fibres. Quels sont les bienfaits des fibres? Est-ce que vous voulez me commenter? Est-ce que vous voulez me commenter? Quels sont les bienfaits des fibres? Risible. Risible. Quand on consomme des fibres, bienfaits des fibres. Diminution des maladies cardiovasculaires. Tapez ça sur Google là tout de suite, bienfaits des fibres, c'est ce qu'il vous dit. C'est ce qu'il vous dit là tout de suite. Là tout de suite maintenant. Allez-y, allez sur Google, tapez les 3 principaux tueurs des pays riches. Quels sont les 3 principaux tueurs? Et bienfaits des fibres. Les 3 principaux bienfaits des fibres. Et là, je suis obligé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? La conférence aurait pu se résumer à ça. À taper 2 phrases sur Google. Le bienfait des fibres. Diminution des maladies cardiovasculaires. Diminution de l'obésité. Donc moins d'obésité, moins de diabète de type 2. Donc effectivement, les gens pensent que l'ennemi numéro 1, c'est le sucre. Effectivement, parce qu'on pense que c'est le sucre qui nous rend obèse, mais ça, c'est les tendances nutritionnelles actuelles. Les fibres, bienfait sur le diabète. Moins de diabète. Quand on consomme plus de fibres, on a moins de maladies cardiovasculaires, on est moins obèse, on a moins de susceptibilité d'être obèse, on a moins de diabète, et plot twist de l'année, on a moins de cancer colorectaux. Est-ce que j'ai besoin d'en dire beaucoup plus?
Est-ce que j'ai besoin d'en dire beaucoup plus? Il y a 80% des hommes en France qui mangent pas assez de fibres. Mais par contre, ils viennent se moquer sur mon Instagram en train de me troller. Là. 9 femmes sur 10 ne consomment pas les 25 grammes de fibres par jour en France. Vous vous rendez compte des chiffres que je vous partage ou pas dans cette conférence? On a un différentiel environnemental pour le végétal de moins 93%. On a un différentiel en termes d'économie de moins 85%. Et là, je vous parle d'un déficit, là, à l'hectare où tu es des choses en France, d'un déficit de 90% et de 80%. Et c'est exactement ce différentiel au niveau nutritionnel qui pourrait inverser complètement les tueurs numéro 1 actuels de notre société. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus aujourd'hui dans cette conférence? Je ne vous parle pas d'un différentiel de 15%, oui, il y aurait une hausse de 10%, de 3,2% chaque année. Je vous parle de différentiels qui sont... Alors là, bon, je pense que le pragmatique, c'est fini. Je vais conclure et je vais donner mon avis personnel. On a un différentiel qui est tel dans cette présentation, et ce sont des données scientifiques. Hein, voilà, tout ça, ce sont des sources... Je vais rédiger un article après. On a un article à faire pour le VegaFest, pour toutes les personnes qui vont voir les replays notamment. Vous aurez accès à tous ces liens. Très facilement vérifiable. Il n'y a rien à faire. Hein. Là, vous allez sur Google, vous tapez déficit de fibres en France, homme-femme, il n'y a rien à faire. Hein. Vous allez le trouver tout de suite. Hein. Il n'y a presque rien à faire. C'est bidon à trouver. Mon avis, c'est quoi là-dessus? D'un point de vue environnemental, si demain la planète est végétalienne, bon, c'est pas près d'arriver. Un différentiel de moins 93%. On pourrait quand même estimer, d'un point de vue purement pragmatique, que ce serait une sacrée aubaine. Ce serait une sacrée aubaine. On serait quand même vraiment bien si demain on s'éduquait tous à avoir une alimentation à 90% végétale, comme le font les centenaires de toutes les zones bleues du monde. Qu'on aille à Okinawa, au Japon, en Ikaria, en Grèce, en Sardaigne, en Italie, ils sont à l'autre bout du monde, les types. Bizarrement, 80-90% de leurs calories, elles sont végétales. Et c'est eux qui vivent le plus centenaire. Loin des produits chimiques, loin des perturbateurs endocriniens, proche d'une alimentation végétale, d'une alimentation vraie, locale, non transformée, etc. Produits animaux, utilisation exceptionnelle. Point de vue économique, on a un différentiel là, on compare juste un steak qui nutritionnellement parlant, il y a match. 100 grammes de tempeh, 100 grammes de steak de vache, j'allais dire de veau, encore pire, mais oui, il y en a. Ça match. Il y a match. On mange le steak de veau, qu'est-ce qu'il y a? Acide urique. Je laisse les spécialistes du système digestif cette semaine sans charger. Je ne vais pas m'en charger. Qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on mange un steak de vache? Je les laisse sans charger. Ce n'est pas l'objet de ma discussion aujourd'hui. Mais il y a quand même un différentiel en termes de prix, en termes d'économie, de 85%. Donc grosse opportunité pour tous les entrepreneurs qui veulent se lancer dans le végétal. Et énorme bienfait santé pour toutes les personnes qui demain se disent « Ok, je vais vraiment essayer de taper mes 25 grammes de fibres chaque jour. Je vais commencer à juste manger plus de fruits, plus de légumes, juste faire ça déjà, et atteindre mon quota. » Et voilà, et on a un inversement de toutes les maladies qui nous flinguent tous là, tous les pays riches, on est tous flingués par ça. Voilà. Voilà les amis. Bon, c'était la première conférence. On est chaud là. On est chaud. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette présentation. Moi, effectivement, je suis pris par la passion. Je suis pris par la passion parfois. Et je m'emballe. Je m'emballe un petit peu. Mais le constat est là. Le constat, il est là, il est très simple. C'est que selon moi, et on va voir tout ça cette semaine, hein, mais là, première indication, ce que je me dis, c'est le végétal, grosse opportunité pour la planète, les animaux, bon, ça va sans dire, j'essaie de pas trop parler des animaux. Grosse opportunité entrepreneuriale pour tous les entrepreneurs de demain qui veulent se lancer. Et bienfait direct, données sourcées scientifiques, et c'est ma conférence de tout à l'heure, dans 3 heures. Dans 3 heures, je vous fais un topo complet, toutes les études. Hein. Les amis, ça fait 6 ans que j'ai fait ma transition, j'ai fondé ma propre école Vegaia, que je scrute, que j'ai créé des PDF, j'ai créé des centaines et des centaines de pages de cours dans Vegaia. Et je les ai toutes faites. À l'époque, il n'y avait pas le chat GPT. Hein.
Donc du coup, d'ailleurs, certains me reprochent qu'il y a certaines fautes d'orthographe malgré la relecture que j'ai fait faire par des professionnels. J'écris des centaines de pages moi-même à la mano. Hein. Et rechercher moi-même à la mano. À l'époque, il n'y avait pas le chat. Je vous imagine pas aujourd'hui, c'est clair que s'il y avait eu le chat, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Que j'ai étudié toutes ces données et qu'on va avoir ensemble dans la conférence qui a lieu dans 3 heures un vrai versus. Voilà, un vrai, on va mettre l'un en face de l'autre comme j'ai fait un petit peu là avec le steak de soja et le steak de vache. Mais on va aller vraiment prendre les données et on va prendre toutes les données, on va tout décortiquer ensemble, point par point, et on va tout résumer et je détaillerai tout ça en long, en large, en travers. Voilà, hâte de découvrir la suite. Les gens qui pensent que le numéro 1 de sucre, pas les graisses saturées, que répondre? Dites-leur d'aller sur Google et taper le tueur numéro 1 des pays riches tout de suite. Restez pragmatique, avec les personnes qui sont un peu dans le doute. Il faut rester pragmatique. Là, tout de suite, vous allez tous sur Google, là, si vous voulez, amusez-vous. Quel est le tueur numéro 1 en France? Voilà. Quand on va passer le potentiel tabagisme, qu'est-ce qu'on va retrouver? Maladie cardiaque, cancer, colorecto, sein, prostate et diabète. Voilà. Et tout ça, c'est lié à quoi? Perturbateurs endocriniens et mauvaise graisse. Ok les amis? Est-ce que vous avez des questions? Les membres du festival, je ne sais pas combien on est là en tout, je pense qu'il y a pas mal de personnes. Donc je vous remercie de vous être inscrits, hein. J'espère que... voilà, je me suis enflammé un petit peu, mais j'essaie de rester pragmatique. Non? Aucune question? Tout va bien. Je m'en vais. Je drop the mic. Je vous ai laissé sans voix dans cette présentation. Merci Marco aussi, ouais. Ok, mais les gens de 30 ans ne pensent pas aux maladies cardiaques, plutôt à comment ils se sentent quotidiennement et le sucre semble l'ennemi pour eux. C'est parce que... qu'on a un vrai... comment ça s'appelle en français? Un bypass. C'est parce qu'en fait, on va se réfugier dans le sucre pour combler notre manque d'amour. Parce qu'on va se donner de l'amour à nous-mêmes et on va se récompenser avec un circuit de la récompense que l'on a forgé depuis qu'on est à l'état d'œuf. Parce que quand le spermatozoïde il remonte dans les ovaires et il va se loger dans le petit coussinet de l'utérus, et ben il se nourrit de quoi en premier lieu? De sucre. Ouais. Et dans le lait maternel, on a quoi? On retrouve du sucre. En fait, depuis tout petit, on est programmé, et ça les industriels le savent, pour avoir... parce que le sucre, ça active des parties dans notre cerveau dont on n'a même pas idée. Et donc forcément, il y a beaucoup de personnes qui se réfugient dans le sucre quand elles sont en manque d'affection. Vous n'avez pas eu votre câlin dans la journée, vous n'avez pas eu... voilà, vous avez un petit coup de stress, ça va faire du bien en fait de prendre un petit dopage de caféine, hop, un petit dopage de sucre, hop. Ça active les circuits de la récompense, ça nous remet dans un bon état... dans un bon état général, et du coup, on se réfugie un petit peu là-dedans. Ouais. J'ai mis un live, de quoi s'agit-il pour Instagram? J'ai mis un live Instagram exceptionnellement. Le live de tout à l'heure, il ne sera pas sur Instagram. Là, je voulais un petit peu, vous souhaiter la bienvenue dans le festival. Je vous souhaite un très très beau festival. J'ai ma prochaine conférence, dans 3 heures. J'ai hâte d'y être. J'espère avoir le même niveau d'énergie parce que j'avais pas vu que... je sais pas comment ils sont fait dans le calendrier, mon équipe là. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait là? Ils m'ont mis Marco 2 conférences le même jour. Bon ok, hein, c'est parti. Hein. Merci à vous, merci beaucoup pour votre attention. Comment répondre quand on me dit j'ai besoin de viande pour me nourrir? Merci beaucoup pour la conférence, merci à toi Elisa. J'ai besoin de viande pour me nourrir? Bah oui. En fait, c'est justement, et on va voir ça tout à l'heure en long, en large, en travers, mais effectivement, quand on n'a pas fait son éducation végétale, quand on répond encore à des schémas culturels, traditionnels, papa-mamantesques, aussi de l'éducation parentale, notre corps, en fait, il sait retrouver les nutriments dont il a besoin, les calories dont il a besoin chaque jour dans une alimentation animale. Et on est même programmé pour ça. C'est une théorie scientifique qui s'appelle le gène économe. Et en fait, ce gène économe, c'est ce qui fait qu'on a survécu en tant qu'humain. Parce que ce gène économe, il nous permet de survivre à la famine. C'est-à-dire que, en fait, notre corps est spécialement designé pour reconnaître et pour, même à la vue, à vue. Une fois qu'on est programmé, c'est à vue. On a fait des études sur des enfants notamment.
où on leur montrait aliments, et quel est l'aliment qu'ils préfèrent. Eh bien, systématiquement, même dans cet état d'impartialité infantile, on choisit les aliments qui ont une meilleure densité calorique. Parce qu'on est spécialement programmé en tant qu'humain pour reconnaître les aliments qui ont la plus forte densité calorique pour nous faire survivre. Et à les apprécier plus. C'est pour ça qu'en France, on a un fléau qui est le pain jambon beurre. Le pain jambon beurre, c'est la béquille nutritionnelle par excellence. Pourquoi ? Parce qu'avec un sandwich super pratique et super instantané, et sans préparation aucune, on sort le jambon, on sort le beurre, on sort le pain, et on retrouve effectivement des vitamines et minéraux qui vont nous nourrir, sans avoir à réfléchir, sans avoir à se poser 1000 questions sur est-ce que je vais faire fermenter des trucs, est-ce que je vais faire germer des trucs. Voilà, ça on va voir en long, en large, en travers dans la conférence. Personnellement, je mange germer, je mange fermenter tous les jours. Et je comprends que, voilà, je ne veux pas vous mettre la pression, je comprends qu'on a chacun notre stade où on en est dans notre nutrition, et ça je comprends tout à fait. Et moi quand j'ai commencé au début, quand je me suis dit oh là là, il va falloir que j'arrête les œufs le matin là, je ne pouvais pas. Pendant 6 mois de transition végétale, mars 2018 jusqu'à septembre 2018, pour être précis avec vous, j'ai démarré ma transition végétale, c'est vrai, et je mangeais beaucoup plus voilà, j'ai commencé à me renseigner, etc. Mais les œufs le matin, c'était pas possible. Je me suis tellement habitué toute ma vie à manger les œufs le matin, je me disais non, franchement les œufs je peux pas. Vous prenez-moi tout, mais les œufs Donc je comprends que on a tous notre chemin et qu'on est tous à un moment donné capables aussi, au niveau de nos stress, au niveau de notre énergie, quelle est notre capacité à mettre en place de nouvelles habitudes dans notre quotidien. C'est pour ça que moi je vous invite à toutes les noter dans toutes les conférences que vous allez suivre. Voilà. De mon côté, j'ai du mal à arrêter les œufs le matin, c'est le plus dur. Mais oui, c'est pas. Voilà. Moi, j'ai envie aujourd'hui, j'espère que tous les conférenciers, mais je pense qu'on s'est débriefé là-dessus. Moi, je vous invite tous à faire preuve de patience. J'ai oublié le live VegaFest sur Instagram. Avec les autres. Parce qu'on a chacun notre rythme en fait. On a chacun nos chemins de vie qui font que voilà, aujourd'hui, bah ouais, manger des micro-pousses de crucifères tous les jours, pour moi c'est devenu le b.a.-ba quoi. Pour moi, avoir ma petite bouteille en verre que je remplis d'eau, bah c'est le b.a.-ba. Je suis, voilà. Mais en fait, il faut comprendre aussi que la 1000e habitude, bah elle vient au bout de X années quoi. Donc il faut s'habituer. Ça a été pareil pour moi concernant les œufs. Voilà, je vois, on a tous les œufs parce qu'en France, on est les champions de consommation d'œufs. Mais voilà, tout ça pour vous dire que voilà, restez détendus, prenez les codes que vous allez apprendre dans les conférences, et puis vous verrez qu'est-ce qui vraiment vous fait le plus plaisir, quoi. Et qu'est-ce qui vraiment est un truc que vous sentez que vous êtes capable de mettre en place. Et je crois que l'année où j'ai mis en place le végétal, c'est l'année où j'ai mis en place le jeûne intermittent. Et c'est comme ça que je me suis débarrassé des œufs. En skippant le petit-déj. Voilà. Plus de petit-déj, plus de problème, voilà, bah plus d'œufs. Et du coup, j'ai arrêté les œufs. Et du coup, j'ai compensé les œufs, mais ça a été un long chemin aussi pour les compenser d'un point de vue nutritionnel, pour comprendre vraiment ce qui m'apportait. Pas au Portugal, autant d'œufs. Si, bah si. Moi, mes grands-parents, ils ont une ferme. Les œufs de papy-mamie. Bon, là, cette année, quand j'y suis retourné, j'avais pas envie, j'en ai pas mangé. Mais les autres années, si, même moi qui suis végétalien, quand j'allais voir les œufs papy-mamie, les autres années, je me faisais une petite omelette juste pour me dire, ok, vas-y, je me fais mon omelette de l'année, allez, c'est parti. Et l'année dernière, j'ai pas eu cette présence-là. Pas manger de petit-déj, c'est ok. Bon, là, on rentre dans un débat fou. Moi, j'ai commencé comme ça, le jeûne intermittent. Et certains vont vous dire que sauter le petit déjeuner, c'est idéal, c'est ce qu'il y a de mieux, etc. Personnellement, moi, je fais l'inverse maintenant. Parce que Brian Johnson, il nous dit, il nous donne les bienfaits très concrets d'un jeûne intermittent le soir, sur son sommeil, sur sa régénération cellulaire, sur son niveau d'énergie, etc., etc. Donc forcément, jeûne le soir aussi. Donc voilà. Personnellement. Ok. Bon. Voilà, c'était petit aparté. J'espère avoir suscité votre curiosité, avoir répondu à toutes vos questions.
Merci à toutes les personnes aussi qui étaient... c'est qui Brian Johnson? C'est un centimillionnaire qui cherche à retrouver à 46-47 ans un âge métabolique et physique de 18. Et donc, il préconise il arrête de manger à 11h du matin, le mec. Donc là, vous voyez, là, je sais pas, il est 11h20 chez vous, là. Brian Johnson, il a pris son dîner déjà. Brian Johnson, il a pris son dîner déjà. Il a déjà terminé sa journée, il est en mode c'est bon. Je sécrète du glucagon toute la journée et ça va faire bénéficier mon système hormonal et ma capacité à régénérer cellulairement et avoir un sommeil de meilleure qualité le soir. Voilà, mais je vous en parlerai plus longuement. On va faire une conférence là aujourd'hui. C'est une conférence d'introduction. Voilà, c'est terminé. Vous savez quoi, c'est terminé. Voilà. Ceux qui veulent leur poser leurs questions, vous me les poserez tout à l'heure dans la conférence qui a lieu à 14h. Instagram, si vous n'avez pas encore rejoint le VegaFest, je vous invite à rejoindre le VegaFest. Vous avez le lien dans ma bio. Pour les personnes qui sont là, merci beaucoup pour... c'est là la caméra, c'est pas ici, c'est pas le chat. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un super VegaFest. On se donne rendez-vous dans 2h30, 2h40. Je vous donne ma prochaine conférence et ça va être du lourd, les amis. Je vous le dis. Je ne vais pas lambiner. Je vais vous faire une masterclass comme vous n'en avez jamais vu ailleurs. Je vais vous préparer une conférence sur la santé, sur la data qu'on a, des études scientifiques qui ont encore lieu en cours, qui sont sur plusieurs décennies. Et on va analyser tout ça en long, en large, en travers. Ok? Voilà les amis. À tout à l'heure. Passez une pure journée et on se dit à très vite. Allez, ciao, ciao. On va couper ici.